Si nous devons classer en termes de maladies mortelles, en termes de létalité, la Covid-19 est peut-être classée très loin après même la mortalité maternelle, la mortalité des enfants due au paludisme, la mortalité due aux accidents de la circulation, la mortalité due aux pathologies cardiovasculaires, la mortalité due à bien d'autres maladies, les AVC et autres. Ça, c'est une réalité. Mais lorsqu'on pose la question de savoir quelle est la maladie qui a cloué économiquement le Burkina et les ménages, coronavirus vient en premier. C'est pour cela que nous avons dit qu'il ne faut pas avoir une vision verticalisée, médicale de la Covid-19, mais une approche de compréhension holistique et multidimensionnelle, multisectorielle. C'est en cela que ça justifie toute la stratégie que nous avons déployée jusqu'à nos jours pour en arriver à la vaccination. Aussi, nous ne pouvons pas nous mettre en marge de ce combat mondial qui est une pandémie mondiale. Le Burkina a ratifié et signé pas mal de traités. Il y a l'Union africaine, il y a la CEDEAO, il y a l'UEMOA. Nous ne vivons pas séparés. Et nous n'avons pas eu une approche sous une pression quelconque. La preuve est que nous avons eu une démarche tranquille jusqu'à maintenant. Et c'est ce que nous avons dit à nos partenaires. Ce n'est pas une course de vitesse. Parce que le Burkina est déjà champion international en matière de vaccination. Un champion ne court pas, il va à son rythme qui lui permet de rester et de demeurer champion pendant que d'autres cherchent à être champions. Rappelez-vous que notre histoire de la vaccination a commencé en 1980, après la conférence de Alma-Ata en 1979. Et feu président capitaine Thomas Sankara a lancé la vaccination commando qui a connu un succès mondial et qui a permis à tous les présidents qui se sont succédés de continuer le combat en utilisant la vaccination comme stratégie pour lutter contre les maladies. Donc aujourd'hui, il n'est point question de remettre la vaccination en cause, car nous connaissons tous l'intérêt de la vaccination, du programme élargi de vaccination. Le vaccin qui vient d'arriver actuellement est la vaccination contre la Covid. Il y a eu beaucoup de débats sur ce médicament. Beaucoup de débats, vrai, faux. Ce qui est sûr, il y a un intérêt à ajouter la vaccination parmi l'ensemble des armes que le monde entier déploie pour lutter contre cette maladie, en respectant donc les indications, les prescriptions médicales, car ça ne sera pas tout le monde qui sera éligible pour la vaccination contre la Covid-19. C'est pour cela que nous justifions que c'est une urgence, pas une urgence forcément médicale, c'est une urgence internationale, une urgence économique qui nous oblige à utiliser toutes les armes pour repousser cette maladie. Regardez le temps de confinement au Burkina Faso. On a empêché toutes les activités qui nourrissaient les ménages de se dérouler. Jusqu'aujourd'hui, nous croyons même qu'il y a un certain nombre de couches socio-professionnelles qui entendent toujours encore les promesses du gouvernement par rapport donc à l'engagement financier pour compenser les pertes. Il y a des sociétés même qui ont disparu. Mais ça, c'est à cause du coronavirus. De l'histoire des maladies qui endeuillent le Burkina, il n'y a pas eu une seule maladie qui a empêché le monde de sortir. Il n'y a pas eu une maladie qui a empêché les petites activités de se dérouler. Même vous, organes de presse, votre mobilité a été réduite en raison de cette maladie. Donc économiquement, vous avez été touché. C'est pour cela que nous justifions qu'il s'agit d'une urgence mondiale à laquelle le Burkina ne peut être en reste. Et que notre vision, elle n'est pas seulement médicale, elle est une vision multidimensionnelle qui justifie que nous ajoutons cette stratégie vaccinale parmi le dispositif qui nous permet de lutter contre cette maladie. Nous ne pourrons pas couvrir tout le monde.
C'est pour cela que nous allons nous adresser aux couches vulnérables selon les conseils du GTCV pour pouvoir déployer les 20% de couverture qui correspond à environ 1 380 000 doses qui seront administrées en 2 fois dans un intervalle de moins d'1 mois, 3 semaines à 1 mois. Le début de la campagne, c'est variable parce que nous attendons qu'on puisse positionner donc l'arrivée des vaccins, puisque c'est un vaccin que nous n'achetons pas, qui va être donné gratuitement par le mécanisme Gavi. Dès que nous avons l'annonce sur l'arrivée donc des vaccins, nous porterons cette information à la connaissance de tout le monde. Pour l'instant, nous n'avons pas de date pour savoir quand est-ce exactement le vaccin va arriver au Burkina. Nous avons eu une situation qui a empêché le monde de tourner le Burkina. Le mécanisme classique de développement a été complètement perturbé par la Covid-19. Les avions ne peuvent plus voler comme avant. Les échanges ne se font plus. Et donc ce qui était planifié classiquement pour régler les problèmes dans un long terme avec des mécanismes nationaux a été hypothéqué par la pandémie à la Covid-19. L'onde de choc a été importante. Nous avons fait une sortie dans les hôpitaux une nuit sans prévenir, de 20h à 7h du matin. Nous avons fait Ouaga jusqu'à Ziaré. On a prévenu le directeur que lorsqu'on mettait le pied dans l'hôpital, pour voir l'hôpital en temps réel, en succès ou en souffrance, et pouvoir tirer des leçons pour bâtir notre stratégie. Parce que nous devons convaincre. Nous avons fait Kosodo, nous avons fait Yalgado, nous avons fait Charles de Gaulle, Bogongo, Komisri, Tengango, Pissi, et nous sommes revenus au cabinet à 7h04. Nous avons fait une sortie sur le Grand Ouest qui nous a amenés à Bogo du Lasso, Banfora, jusqu'à Yendéré à la frontière. Nous sommes revenus à Bogo et nous sommes allés à Orodara jusqu'à Koloko en zone d'insécurité. Nous avons échangé avec les agents de santé au passage en saluant leur engagement au travail malgré les conditions difficiles. Bogo a été un point crucial. Vous avez vu les souffrances des infrastructures et en particulier ce qui a retenu l'attention de tout le monde, la cuisine. À Ouaga, après notre sortie, eh bien, les langues ont commencé à se délier. Et vous, organes de presse, vous nous avez aidés avec des reportages que vous avez rediffusés pour montrer qu'il y a souffrance dans les hôpitaux. On vous dit merci parce que ça a été également un argumentaire pour construire notre plaidoyer en faveur d'un plan d'urgence. Un hôpital produit des services. Les services ont un coût de production. Et si un hôpital revend un service à un coût inférieur au coût de production, ce qui est sûr, c'est la faillite à une date même connue à l'avance. En médecine, on appelle ça l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Vous connaissez bien les lois rectificatives au Burkina face à cette urgence internationale qui a réduit les économies, qui a réduit les recettes du pays. La plupart de nos infrastructures sanitaires haut de gamme qui étaient planifiées ont connu des difficultés en raison de tout ce que vous pouvez imaginer. Nous avons fait le point pour redémarrer les chantiers des infrastructures sanitaires et les achever. C'est 200 milliards de francs CFA. Le seul centre de cancérologie de Tengano, à lui seul, a déjà bouffé 24 milliards et l'AVENA qui a été introduit dans mon bureau, c'est 40 milliards. Le budget national ne peut pas trouver ça. Et les hôpitaux n'ont plus un soutien financier émanant du budget national à un niveau satisfaisant. Les questions sécuritaires ont plus de priorité que les autres secteurs parce que c'est parce que nous avons une sécurité que nous sommes là aujourd'hui. Il y a eu des moments où on ne pouvait pas se réunir. Et donc l'État est obligé de procéder par priorité. Donc nous avons pensé qu'il fallait faire ce plan d'urgence pour avoir d'autres mécanismes en période de Covid
pour redresser le plateau technique de tous les hôpitaux de référence, en particulier 14 hôpitaux extensibles au gros CMA, et renforcer la gouvernance des hôpitaux en période de réforme hospitalière pour améliorer donc l'offre des soins sur une gouvernance vertueuse et qui répond aux réformes hospitalières de l'heure. Et nous pensons que ce plan d'urgence va nous prendre 2 ans. Le but, c'est de mobiliser environ 500 milliards pour injecter directement dans les hôpitaux afin de leur donner une bonne résilience face aux maladies en cette période de pandémie. Et pendant les 2 ans, nous allons négocier et amorcer une réforme du mécanisme et mode d'accompagnement des hôpitaux publics afin de leur éviter une mort prématurée une fois qu'on les inaugure. Ça aussi, c'est une réalité. C'est pour cela que nous justifions le plan d'urgence qui va nous permettre, à travers donc cet argumentaire, de mobiliser des fonds et les injecter directement. Aussi, nous ne savons pas à quel moment Covid va reprendre. De la même manière que Covid nous a surpris, Covid peut reprendre de plus belle et d'autres maladies nouvelles peuvent venir s'ajouter. Et si nous ne nous préparons pas pour être suffisamment robustes, on dira encore qu'on vient en retard parce qu'on n'était pas préparé. Donc, ce plan d'urgence se justifie et nous souhaitons vivement que vous puissiez nous accompagner. Soutenir ce plan d'urgence pour qu'ensemble, le plaidoyer que nous sommes en train de faire, vous puissiez nous aider à le porter à un très haut niveau. Et qu'au bout d'1 an et demi déjà, on ne puisse pas évacuer un malade de Kaya parce qu'il manque de scanner, parce qu'il manque de réanimation. On n'évacue pas un malade de Gawa pour aller à Bobo pour faire un scanner ou bien des examens biologiques. Qu'un hôpital n'évacue pas parce qu'il n'y a pas de groupe électrogène pour prendre le relais sur la coupure d'électricité. Qu'on n'évacue pas parce qu'il manque d'équipes opératoires, etc. Et au bout de ces 2 ans, en espérant que ces réformes vont arriver à terme, ces réformes prendront le relais pour poursuivre donc l'accompagnement financier des hôpitaux afin que les populations soient satisfaites. C'est en cela que nous justifions l'urgence donc de ce plan. Pour ce qui concerne le cas Yalgado, soyons francs et clairs. Effectivement, il y a des difficultés. Les agents font des efforts, mais l'infrastructure ne répond pas. L'organisation n'est pas très satisfaisante. Les populations qui vont ne sont pas satisfaites. À suivre le reportage qui a été fait par Burkina Info, c'est illustratif et vous pouvez encore faire des reportages sur d'autres domaines de souffrance dans cet hôpital ou ailleurs. C'est le plus grand hôpital. Nous tous, nous avons été formés à Yalgado avant d'aller ailleurs. Donc on ne peut pas jeter l'eau Yalgado avec l'eau de bain. Non. Nous devons réfléchir. Si on doit casser Yalgado, parce que c'est une préoccupation, il est prévu de reconstruire Yalgado. Si on doit casser Yalgado, il y a 1600 agents. Il faut qu'on sache où on les met. Pour ne pas encore créer un autre problème. On ne peut pas reconstruire Yalgado pendant qu'ils sont là-bas pour mettre leurs effets à côté. Ce n'est pas possible. Les partenaires qui veulent nous accompagner pour la reconstruction de Yalgado se sont déjà positionnés. Ceux qui doivent nous accompagner pour la construction de l'hôpital de Baseko sont également positionnés. C'est l'Arabie Saoudite qui nous accompagne à ce niveau et le plan cadastral, tout est prêt pour que bientôt les chantiers puissent commencer. Nous allons échanger avec les acteurs de Yalgado pour savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport donc à la reconstruction et à la gestion des ressources humaines dans cette période transitoire. Vous conviendrez qu'aujourd'hui, Yalgado n'a pas été construit en prévoyant par exemple de mettre un circuit informatique. Il n'y en a pas. Parce que ce sont des vieilles constructions. Donc effectivement, il faut une nouvelle infrastructure avec un mode de gouvernance qui soit amélioré avec de la digitalisation pour nous permettre de mieux gérer les ressources humaines.